L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, la 387e édition de l'entreprise BFM, toujours bien sûr avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe. Toujours en pleine forme. Eh ben oui, toujours. Quand on pour accueillir celui qu'on avait annoncé d'ailleurs le week-end dernier, la semaine dernière, puisque on a accueilli celui avec lequel il avait créé au départ Agrégateur, puisque c'est notre invité cette semaine, le cofondateur d'Agrégateur, Guillaume Olivier Doré, que vous nous présenterez dans quelques instants. Nous découvrirons ensuite la Niac Move J de la semaine avec Antoine Vu, le cofondateur d'Atomic Zoom. Atomic Zoom, on verra à quoi ça correspond, je suis surpris par le nom, mais on va tout découvrir dans la deuxième partie d'émission. Et on accueillera bien sûr un expert chroniqueur avec Alain Bosetti, le cofondateur de l'agence en personne et du salon des micro-entreprises, avant de retrouver notre entrepreneur du slip français, fondateur du slip français, Guillaume Gibaud. Et je le disais Arnaud, après avoir accueilli la semaine dernière Dan Serfati, le cofondateur de Viadeo, on accueille aujourd'hui Guillaume Olivier Doré, le cofondateur d'Agrégateur, qui était aussi à l'origine de Viadeo. Racontez-nous. Effectivement, nous accueillons en fait un financier entrepreneur qui gère à travers ses fonds un panel d'investisseurs et des participations avec des gros morceaux d'entrepreneurs dedans. Guillaume Olivier Doré est un diplômé de l'EM Lyon. Il a ensuite passé, il a 15 ans, je crois, d'expérience à peu près dans le capital investissement. Il est passé par 3i, par IBM Global Financing, par Apax Partners, et puis il a rejoint Agrégateur comme associé et directeur général. Je crois que c'était vers 2003. Agrégateur, c'est un club d'entrepreneurs. Au passage, c'est ainsi qu'il s'est retrouvé cofondateur, contributeur à l'accélération, au décollage de Viadeo. Et puis ensuite, il a été le cofondateur d'Agrégateur Capital en 2008. L'idée, c'est de gérer les fonds d'entrepreneurs, dont on sait, on entend souvent à ce micro, qu'ils sont si souvent des investisseurs dans d'autres aventures entrepreneuriales, des PME et des startups. Et il a ainsi regroupé près de 500 entrepreneurs, je crois, aujourd'hui, avec derrière des actifs représentant quelques 400 millions d'euros, des participations dont il nous expliquera peut-être quel en est le montant moyen. J'avais des chiffres de 200 000 euros en moyenne par personne, par investisseur, mais j'imagine que tout ça peut fluctuer dans un sens ou dans l'autre. Pour les participations, on trouve de jolis noms. Caravelle, rappelez que Caravelle, c'est Promo Vacances. Par ailleurs, Envie de Fraise, Materne Mont Blanc. Il va peut-être pouvoir aussi nous donner, pour ceux qui peut-être sont de l'autre côté de ce poste et qui se disent j'aimerais bien travailler avec ce monsieur, quels sont les critères d'évaluation pour lui d'une start-up, d'une entreprise à potentiel. Merci Arnaud. Bonjour Guillaume Olivier Doré. Bonjour. Alors je le disais, on a eu Dan Serfati la semaine dernière. Comment s'est fait votre rencontre à tous les deux? Alors c'était un hasard, c'était une rencontre d'hommes. J'ai eu une grande chance de fréquenter beaucoup de pionniers. Lorsque je cherchais à reprendre un projet entrepreneurial, quand j'avais un début de carrière assez institutionnel dans les fonds institutionnels. Ouais. J'ai repris ma liberté dans les années 2000. J'avais croisé Dan et Marc à un certain nombre de forums qui étaient entrepreneurs aussi. Ouais. Et assez naturellement, on s'est recroisés dans le cadre du développement du projet Agrégateur qui prenait son essor à ce moment-là. Et j'ai rejoint Dan, Marc et Thierry pour le développement d'Agrégateur. Alors Agrégateur a été créé par qui au départ? Tous les quatre ensemble. On a créé les quatre ensemble. Objectif à l'époque? Alors l'objectif à l'époque, c'était de créer un écosystème propriétaire pour les entrepreneurs. Racontez-nous, c'est un peu atypique quand même comme aventure. En tout cas. C'est un peu atypique. C'est la première fois que ça se faisait en France, je crois. Alors c'était disruptif avant, qui est un mot à la mode en ce moment. C'était disruptif avant l'heure. Ouais. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était de faire du capital investissement autrement. Oui. L'idée, c'était de proposer à des entrepreneurs d'investir leur propre argent dans un mécanisme de mutualisation de leur capital. Oui, c'est-à-dire qu'ils mettaient leur argent, leurs actions de leurs propres entreprises ensemble dans une espèce de pot commun. C'est ça l'idée. Dans une espèce de pot commun dont ils devenaient eux-mêmes actionnaires. Pas simple à vendre quand même au départ. Des entrepreneurs qui par définition sont des hommes soucieux de leur liberté, qui aiment pas partager. Qui aiment pas partager le pouvoir, notamment l'action. Le pouvoir et l'actionnariat, exactement. On disait souvent en rigolant avec Dan à l'époque, un entrepreneur qui nous disait je ne veux pas venir. Notre métier était de le convaincre de faire. Et ce qui a vraiment porté et qui a fait le développement de ce club, c'est en réalité la communauté qu'on a créée autour. Puisqu'on a assez vite compris que ce qui intéressait les entrepreneurs, c'est d'être entre eux. Dans un même endroit, physiquement, de se revoir, de pouvoir échanger de l'information. Et on a créé une communauté un peu particulière, qui était une communauté où il n'y avait que des entrepreneurs, il n'y avait que ça, à tous les stades de maturité. Et ils étaient là pour partager du savoir-faire, se rencontrer physiquement. Et on est aujourd'hui dans un mécanisme, après
une douzaine d'années d'existence quasiment, où on réunit ces entrepreneurs à l'occasion d'une douzaine de manifestations qui ont lieu à Paris, en région, chaque année, sur des thématiques particulières. C'est un vrai métier de fabrication et de structuration de réseau qu'on a créé. Arnaud. Et il faut du temps justement pour acquérir cette légitimité, cette proximité en même temps. C'est pour ça qu'il a fallu plusieurs années entre le lancement de l'agrégateur, stricto sensu, et donc le début au passage de l'aventure Viadeo, mais aussi, Dan nous le rappelait, avant cela, la mise en place de ces rencontres entre entrepreneurs, et le lancement du véhicule capitalistique qui lui n'est venu qu'en 2008. Il fallait tout ce temps parce qu'effectivement on acquiert la confiance, et c'est une des grandes valeurs qu'on défend chez Agrégateur Capital maintenant. C'est les valeurs de la confiance, du respect, de la résilience, être capable de vivre les bons et les mauvais moments. Et il fallait passer du temps à convaincre les entrepreneurs qu'il y avait une autre manière de faire ce métier d'investisseur, qui était un accompagnement sur le long terme, qui est un peu notre credo. On est aujourd'hui actionnaire de société depuis 12 ans. Ce qui est extrêmement long, le capital investissement. Moi, j'ai été élevé dans un monde où on reste actionnaire 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, plutôt 3 ans à 5. 3 ans quand tout va bien, 5 ans quand c'est un peu plus long. Plutôt 5 à 7 ans aujourd'hui. Mais nous, on est actionnaire de société depuis assez longtemps, et donc de fait, il fallait créer la confiance. Et la confiance, elle ne s'achète pas, elle se construit. Et donc on a passé du temps à la construire. On voit l'esprit qu'il y a derrière, mais derrière c'est une entreprise, donc qu'il faut réussir à faire tourner, et qui doit réussir à retrouver ses billes. On sait que c'est important dans une activité comme celle-là. Quand on reste aussi longtemps, encore une fois, c'est très disruptif par rapport aux habitudes. Comment est-ce que vous réussissez à gagner votre vie en restant aussi longtemps, alors que vos confrères et homologues, eux, ont tendance à avoir un turnover quand même un peu plus soutenu. Et est-ce que vous fonctionnez comme eux par des management fees notamment? Alors nous fonctionnons comme avec des management fees. Aujourd'hui, l'agrégateur Capital est un ensemble, c'est une société de gestion agréée par l'AMF, donc c'est une société qui gère des fonds classiquement. La manière dont on les gérons est un tout petit peu différent. Notre objectif est effectivement, nous restons actionnaires longtemps des sociétés, mais pas avec le même véhicule. L'objectif, c'est d'avoir systématiquement un fonds d'investissement qui puisse accompagner le projet de l'entrepreneur au moment où il en a besoin. Et donc on a aujourd'hui une palette de 34 fonds d'investissement différents, c'est significatif, qui permet en fait de passer d'un véhicule à l'autre en fonction des situations patrimoniales et individuelles des projets. Donc ça va de la start-up en passant par l'ETI de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le partenariat qui est pérenne, mais les outils, eux, sont très mobiles, si je veux dire. Mais je pars du principe qu'on a une société de service. Notre métier, c'est la classe d'actifs PME, c'est accompagner le dirigeant dans toutes les phases de son développement, qu'il soit dans une position de je démarre mon entreprise à je la transmets à mes cadres. Et entre les deux, il se passe entre 7 et 10 ans. Je reviens, Guillaume, Olivier Doré, sur le début. C'est-à-dire que ces entrepreneurs qui ont accepté de mettre dans le pot commun une partie de leur capital, ils mettaient combien de leur entreprise? Quelques pourcents, quelques actions? Ou bien il fallait perdre une grosse partie du contrôle? On va revenir bien sûr sur la partie capital aujourd'hui, mais au départ, en fait. Ça ne fonctionne que si c'est minime et symbolique. C'est-à-dire combien en gros? En valeur absolue, quelques pourcents. C'est quelques pourcents. La moyenne de détention de ces fonds est de l'ordre de 1,7% précisément. Et donc les fonds que nous gérons sur ce modèle-là sont des fonds qui détiennent en moyenne 1,7% du capital des sociétés. Mais ça sont des actions, c'est pas du cash. C'est des actions, tout à fait. D'accord. Donc ça c'est le début, c'est agrégateur. Tout à fait. Après ça évolue vers du capital investissement. D'où vient l'argent du coup? Des entrepreneurs du club agrégateur, puisqu'en fait tous ces entrepreneurs-là sont sur un modèle où ils ont créé de la valeur, ils ont vendu leur entreprise. Tous sont vendus? Pas tous. On en a aujourd'hui on en a sur nos 500 entrepreneurs, on en a à peu près la moitié qui ont vendu leur entreprise. En 10 ans. En 10 ans. À peu près, d'accord. Ils ont vendu, vraiment ils ont vendu ou vendu partiellement. En tout cas, ils sont devenus patrimonialement, si je peux m'exprimer ainsi, ils sont devenus patrimonialement un peu plus à l'aise. D'accord. Et donc dans ce cadre-là, ils réinvestissent en général pour acheter des biens immobiliers pour leur famille, donc c'est une manière aussi de matérialiser le risque entrepreneurial qu'ils ont pris quelques années avant. Et ils deviennent entrepreneurs par procuration. En disant, de fait, je préfère confier mon argent à des gens que je connais, en qui j'ai confiance. Donc on parle vraiment d'un lien immatériel très compliqué à concrétiser, mais d'un lien immatériel qui sont les équipes de gestion d'agrégateur capital. Je leur fais confiance, je les connais. Donc je leur confie une partie de mon argent. Donc on a créé le fonds agrégateur capital à partir de l'argent qui avait été généré par les entrepreneurs. Et par eux seuls. Il faut être membre du club pour amener l'argent dans le fonds. Et par eux seuls au début, nous ont rejoint dans le dispositif parce que l'argent individuel d'entrepreneurs, même s'ils sont nombreux, reste un montant significatif, mais pas suffisamment pour faire notre métier. Oui. Donc on a agrégé autour, ça va vous rappeler Viadeo, le premier cercle des entrepreneurs, puisqu'en fait les amis des amis sont venus nous rejoindre avec quelques groupes familiaux et quelques personnes dont on est assez proches, mais ça reste essentiellement des familles entrepreneuriales françaises et des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, ça représente quel argent disponible pour financer l'ensemble des gens qui font appel à vos services pour grandir? Alors aujourd'hui au total, puisqu'on a mené une opération de croissance externe il y a peu de temps, mais au total on a 400 millions d'euros investis ou à investir. C'est gros comme fonds. Ce qui est gros, et on est aujourd'hui un des premiers investisseurs français. Oui. En termes de nombre de lignes et en termes d'argent à investir. Alors dans un univers particulier qui est l'univers des petites capitalisations. Ça c'est un point important. Moi je fais bien ce métier parce que je fais toujours le même depuis longtemps. Je le fais quasiment une vingtaine d'années maintenant.
Donc c'est investir dans des projets de petite capitalisation en région. Arnaud ? Cette opération de croissance externe, elle a considérablement augmenté le nombre de vos investisseurs. Oui. Elle a encore plus spectaculairement augmenté les actifs, effectivement, que vous gérez. Comment est-ce qu'une telle greffe est possible sur une structure qui était à la fois très spécifique et puis fondée sur, on va dire, un corpus de valeurs, enfin, une adhésion à un projet qui était elle aussi très particulière. Voilà. Alors c'est un vrai challenge effectivement, et on a beaucoup réfléchi à la nature de la manière dont la nature de la croissance externe qu'on souhaitait faire. Ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à grossir. Dans notre métier, deux manières de grossir. Vous créez des successions de fonds où vous achetez un concurrent. On peut acheter des fonds, ça c'est une surprise pour moi. On peut acheter un fonds. On a démontré qu'on pouvait acheter un fonds. D'accord. On peut acheter des fonds. C'est pas tous les jours qu'on le fait. Un fonds est donc le portefeuille dans lequel il est investi. Exactement. En même temps. Surtout dans cette période où il y en a un certain nombre d'entre eux qui se posent des questions existentielles. Alors, vous avez mis le doigt sur effectivement ce qui. On discute beaucoup avec eux, donc on avait bien senti qu'il y en avait qui se posaient des questions. C'est parce qu'effectivement les fonds ont retrouvé les vertus de l'entrepreneuriat qui se posent des questions. Nous venons de l'accompagnement entrepreneurial. Vous avez reçu Dan récemment. Vous voyez que c'est un entrepreneur. On est tous de cette nature-là. Et donc le fait qu'il y ait la définanciarisation de ce métier nous a permis de nous convaincre qu'on était capable de récupérer un outil financier et de le mettre à disposition des autres. Et c'est ce qu'on fait. On a un bel outil financier, une belle plateforme de financement, une grosse puissance financière qui s'appelle OTC. Notre objectif, c'est d'y mettre les valeurs de développement qu'on a créées il y a maintenant une dizaine d'années, de cultiver ces valeurs au sein de ces dispositifs-là. Ça nous donne une puissance de frappe plus importante et ça nous rend plus gros et plus visible, et on peut accompagner plus de dirigeants avec plus d'outils. Donc c'est plus de moyens. Donc j'allais dire c'est une grosse brique, mais c'est une brique supplémentaire à un mur qu'on a construit il y a une dizaine d'années. Juste un chiffre avant la pause, Guillaume-Olivier Doré. Ce fonds, ça représentait quel investissement de rachat en fait Alors je ne peux pas vous parler de ce chiffre. Non mais il a enrichi. C'est normal qu'il essaie. Vous êtes à 400 millions d'euros, donc avant vous veniez d'où? Enfin, une façon d'en déduire peut-être. Alors on a acheté 10 fois plus gros que nous, mais ça n'a pas les critères de création de valeur sur ce métier sont un peu particuliers. Bon, je peux vous dire qu'on a une vingtaine de personnes, donc ça reste une structure assez importante. Allez, on marque une pause et juste après la pause, on retrouve notre invité de la semaine, Guillaume-Olivier Doré, le cofondateur d'Agrégateur Capital, on peut dire maintenant. Exactement, Agrégateur Capital. Allez, on marque une pause, à tout de suite, restez avec nous sur BFM Business. L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Allez, on poursuit la découverte du fonctionnement atypique du fonds Agrégateur Capital dirigé par Guillaume-Olivier Doré, son cofondateur. Avant de peut-être venir sur quelques success stories, Guillaume-Olivier, une question que je me posais en vous écoutant. Vous évoquiez 250 des 500 entrepreneurs qui ont réalisé une partie de leur patrimoine en vendant toute ou partie de leur entreprise. Pour autant, est-ce que vous avez de nouveau la partie agrégateur justement à l'origine de ce projet a-t-elle continué? Est-ce qu'il y a de nouveaux entrepreneurs qui ont rejoint ce panel et qui ont continué à partager une partie de leur capital et qui seront demain vos futurs investisseurs si la mécanique se reproduit à l'identique des années précédentes? Alors oui, aujourd'hui il y a toujours une trentaine à une quarantaine d'entrepreneurs qui nous rejoignent chaque année. Oui. Le club est toujours animé de manière très efficace et très importante par Marc Reb qui s'occupe de l'animation de la partie club, donc la partie pure animation physique, la réunion des gens. Donc c'est un peu la matérialisation de ce qu'est l'écosystème, ce club-là. Parlez-nous-en peut-être au passage, dites-nous en deux mots de plus sur vos événements. Quoi. Alors les événements, il se passe tout et rien. C'est un peu particulier. On se retrouve face à des gens. C'est la partie de tout qui nous intéresse. Exactement. C'est très compliqué, donc c'est un peu l'auberge espagnole. Ce qui se passe surtout, c'est que les gens se rencontrent dans un esprit de je suis associé. Ouais. Tous les gens qui se rencontrent physiquement lors de ces réunions déjà sont associés les uns aux autres. Oui. Donc lorsqu'ils se parlent, ils se parlent pas. Alors c'est pas le syndrome de la coupe de champagne de la chambre de commerce. Ils se parlent en tant qu'associés dans un environnement qui est fermé, restreint. Bien que se connaissant pas forcément a priori physiquement, parfois ils se connaissent. Ils se connaissent parce qu'ils entendent parler de leur entreprise. On communique beaucoup sur la nature des entreprises qui rentrent du club et sur ce qui se passe dans le club. Donc ils connaissent les entreprises, ils connaissent leur activité. Notre métier à nous, il est simple, c'est de faire l'entremetteur. C'est de faire entremetteur entre un besoin et une ressource. C'est-à-dire qu'un dirigeant vient nous voir en disant je veux faire une croissance externe, je veux faire entrer un investisseur à mon capital, comment ça marche? Donc la question, il nous la pose à nous et nous servons nous de filtre et on identifie dans l'écosystème un ou deux dirigeants qui peuvent les aider à réfléchir sur leur sujet, de dirigeant à dirigeant, d'associé à associé. Ça change fondamentalement la manière dont les choses se passent. Arnaud, comment vous gérez préventivement en particulier un revers de la médaille, qui semble évident en tout cas pour les profondeurs que l'on est, parce que que ce soit un formidable agrégateur d'énergie d'entreprise, ça d'accord, d'esprit d'entreprise, ça d'accord, un agrégateur de moyens financiers, oui aussi, mais ça peut être aussi un énorme agrégateur de conflits d'intérêts. On gère ça comment? On gère assez simplement, puisque priorité aux gens qui y sont déjà. Il nous est déjà effectivement de refuser des entrepreneurs
quelle que soit leur qualité, parce qu'effectivement il y avait un concurrent présent. On pose toujours la question aux gens qui sont dans les métiers connexes pour s'assurer qu'effectivement ça ne les gêne pas qu'eux. Il est arrivé quelquefois, effectivement, et ça arrive régulièrement, qu'un dirigeant, on lui dise, écoute, on serait ravi de t'avoir avec nous. Malheureusement, il y a ton concurrent et lui-même se sent souvent assez mal à l'aise de rejoindre un écosystème dans lequel il y a son concurrent direct. Alors, donc ça se passe en fait humainement assez simple, puisque c'est les gens pragmatiques, quoi, en fait. Les gens sont pragmatiques, effectivement. Et Guillaume-Olivier Deray, comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce club? Parce qu'on évoquait les critères d'entrée dans le club, entre guillemets. Quels sont-ils, si tant est qu'il y en ait? Alors les critères d'entrée sont des critères de création de valeur. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle, nous, on cherche que l'entrepreneur porte un projet qui soit un projet qui potentiellement soit demain une futurité, une future belle PME. Donc il n'y a pas de taille minimum, c'est plutôt la croissance prévisible. C'est la croissance prévisible, c'est l'ambition. On cherche plutôt à créer un club de pionniers. On a beaucoup de gens qui ont créé des projets, développé des projets. Alors vous parlez des 250. Il y en a beaucoup qui ont refait une entreprise. Ouais. Créer des projets qui sont dans un mood où ils vont la développer et la faire croître. Donc on n'est pas sur des entrepreneurs qui sont c'est pas des entrepreneurs ni familiaux, ouais, qui est une nature d'entrepreneur particulière, ouais, ni dans un modèle de déjà profiter de la vie. Ils veulent créer, ouais, leur entreprise, la développer et en faire une star. Qu'est-ce que soit le business? C'est pas forcément, quel que soit le business. C'est pas forcément techno, c'est pas forcément les startups. Non, il y a 25% de startups, 25% de PME classiques, 25% de sociétés plutôt grosses, financées d'ailleurs sous forme de LBO, et 25% de grosses PME de régionales. Donc on est sur alors c'est ça, il y a pas forcément, on a en vous écoutant naturellement tendance à penser que c'est uniquement des petites startups ou des entreprises qui démarrent. Il y a des entreprises sous LBO, donc des entreprises de taille importante. Je vais donner un chiffre qui va vous faire parler. Aujourd'hui, la taille du portefeuille, c'est 6 milliards d'euros. Qui fait 15% de chiffre d'affaires. Ouais, de chiffre d'affaires. Donc c'est 6 milliards d'euros. On a aujourd'hui un peu moins de 300 entreprises. Vous voyez que la moyenne est plutôt dans les PME, de la PME de province. C'est plutôt des PME entre 20 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec certaines qui sont, alors on regarde toujours la pointe de la pyramide, les quelques-unes qui font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est plutôt des belles PME de croissance qui ont vocation à se développer à l'international. Ça doit être incroyablement productif, vos réunions, puisque qu'un entrepreneur qui démarre, qui a tout à apprendre de collègues qui ont démarré comme lui, etc., rejoigne un tel club, je peux le comprendre très bien. Je peux très bien comprendre que d'autres le rejoignent, mais c'est quand même plus rare qu'un entrepreneur qui a déjà, quand on est sur le BO, on a une vraie expérience du business. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ceux-là? Ils viennent pas chercher les mêmes choses quand même? Non, ils viennent pas chercher la même chose, ils viennent chercher des expériences qu'ils n'auront jamais. Exemple. Je vous prends un exemple extrêmement concret d'une marque que vous connaissez qui s'appelle Nocibé. Nocibé, c'est une société qui était sous LBO, qui appartenait à un fonds, piloté par ce que j'appelle un des magiciens du club, que j'appelle ça les magiciens en interne, qui s'appelait Xavier Dura, qui a quitté Nocibé depuis. Xavier a fait de Nocibé ce qu'est Nocibé. Il l'a accompagné dans le cadre de plusieurs opérations financières. Lorsqu'il a rejoint le club, il l'a rejoint avec une vision très claire qui est de dire: je connais mes clients, mes fournisseurs, mon environnement direct, je suis conseillé, je suis accompagné sur tous les sujets. Par contre, je ne sais pas ce que c'est qu'une start-up, je ne sais pas ce que c'est qu'une PME de croissance de petite taille. Donc ils viennent se confronter à la différence. Exactement, ils viennent se confronter à la différence. Pour garder un esprit start-up dans leur entreprise, par exemple. Et il a quitté Nocibé, il a recréé une start-up. Parce qu'il a pas appris. Il a le virus. Mais il a pris le virus. Ouais. Donc, et il y en a quelques dirigeants comme ça qui ont, lorsque on parlait de Materne Mont-Blanc tout à l'heure, Michel Laroche a repris ce département qui était les crèmes Mont-Blanc, de chez Nestlé il y a une dizaine d'années. Il en a fait un groupe de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a la plupart de son activité basée aux États-Unis maintenant. Il est venu dans le cadre d'une PME. On n'a rien fait de particulier, mais je pense on offre aux entrepreneurs un écrin qui leur permet de s'épanouir un peu plus à titre personnel, et c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est comme un club APM, mais spécifiquement pour des patrons d'ETI en puissance et des serial entrepreneurs aussi en puissance. Et c'est exactement ça. Ouais. J'ai quelques dirigeants qui sont des fondateurs de l'APM qui disent: moi j'ai deux business clubs pour moi. J'ai l'APM pour la partie sociétale, et puis j'ai les clubs agrégateurs capital pour la partie business. Oui, parce que finalement il y a aussi le centre des jeunes dirigeants, il y a tous ces organismes qui permettent d'échanger des pratiques managériales et entrepreneuriales. Mais là, la différence fondamentale, c'est qu'on a un intérêt commun d'argent. J'ai l'impression, on partage quelque chose. On partage un intérêt capitalistique. On est avec des gens qui vous ressemblent en fait. Ils ont les mêmes préoccupations, avec lesquels on est associé encore. Avec lesquels on est associé, c'est un point important. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont plombé le portefeuille? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas eu des risques là-dessus et comment ça se passe? Est-ce qu'on se fait excommunier? Voilà. Comment ça? Exactement le contraire. J'ai amené mon entreprise à
elle allait bien. Vous avez accepté de m'accueillir dans le club. Aujourd'hui, j'ai perdu 15 marchés. J'ai été victime de Lehman, de je ne sais qui. Au revoir les amis. C'est une catastrophe. On m'en veut, on me fusille. J'ai plus le droit de venir? Absolument pas, et c'est exactement le contraire. Vous seriez surpris de voir à quel point les gens sont solidaires. On a eu effectivement on fait un métier financier, vous le rappeliez tout à l'heure, donc de toute façon on calcule le rendement de fonds. Donc on a des rendements, et les rendements sont calculés y compris les dépôts de bilan. Parce qu'il y en a une histoire d'entrepreneur, il y en a chez nous plutôt 3 sur 10 qui fonctionnent plutôt bien. Mais il y a toujours une ou deux, on a aujourd'hui un taux de casse qui est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire à peu près proche du métier du capital investissement, ou plutôt moins important? Plutôt moins important. Oui, plutôt moins important. Plutôt moins important. Un taux de casse de 5%, c'est faible. C'est faible, oui. C'est faible. Mais c'est faible parce qu'on s'appuie sur les hommes. Je veux bien croire. Mais il est là quand même. Donc il y a des dirigeants qui ont déposé le bilan comme... En réalité, ils sont soutenus et aidés par les autres. Déjà, ils ont accès au club, ils continuent à avoir accès au club, c'est évidemment pas... Ils conservent leurs actifs, ils ont investi dans des fonds, donc ils conservent leurs actifs, donc ils ont droit à rester dans le club de toute façon. Ouais. Et ils sont plus dans une position de se dire, quelle typologie, avec qui je vais m'associer dans le club pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une perception de l'échec entrepreneurial qui est plus proche des États-Unis. Aux États-Unis, on a droit à l'échec. Et l'échec est même, parfois, souvent... constructeur pour l'entrepreneur. Ils disent j'ai eu un échec, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les VC, les investisseurs aux États-Unis sont dans une position de dire je veux un entrepreneur qui ait fait un échec parce que ça lui permet d'apprendre de ses échecs. On est plutôt dans cette culture-là chez Agregator Capital. Ah non, puisque vous avez comme ça une formidable expérience de l'analyse de ces échecs et de la remédiation. Les causes de plantage les plus fréquentes. Les causes de plantage les plus fréquentes, je dirais que c'est essentiellement lié à des problèmes managériaux. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'en général une mésentente entre les associés, ou un changement managérial qui n'a pas été correctement mis en œuvre, ou une croissance qui a mal été anticipée, ce qui va ensemble. En général, on recrute des cadres supérieurs ou des gens pour staffer une équipe lorsqu'on croit, et souvent la plus grosse source d'échec. Et juste en 30 secondes, la checklist des entreprises à potentiel pour vous, elle comporte quels éléments clés? Quels critères faut-il absolument remplir? Une vision, une équipe, et une équipe qui a déjà travaillé ensemble. C'est pas qu'une équipe, une vision, une équipe, une ambition, et une capacité d'exécution. Je préfère investir sur des gens qui sont dans un marché compliqué, mais qui ont démontré leur capacité à exécuter les choses simples et à délivrer et reproductibles, plutôt que d'investir sur des gens qui ont des très belles idées, mais qui n'ont jamais exécuté, faire. Moi, je cherche à investir sur des doueurs. C'est un point important. Dernière question, Guillaume Olivier Doré, qui est lié d'ailleurs à ce que vous venez de dire. On a évoqué rentrer dans le club pour amener une partie de son capital dans la partie agrégateur. On a moins évoqué les critères pour être financé par vous. Ce sont les mêmes. D'accord, mais moi, quel type d'entreprise a le droit aujourd'hui de venir vous voir? Des entrepreneurs qui nous écoutent, qui cherchent tous des financements probablement. Vous allez avoir soit un déluge, soit au contraire, vous allez dire non, on veut surtout pas de tel type d'entreprise. Qui vient vous voir? Combien de dossiers par an? Et qui a finalement une vraie légitimité à venir frapper à la porte d'agrégateur capital? Alors tout le monde a une légitimité. On est dans une position. Je pars du principe qu'un entrepreneur, quelle que soit la qualité de son projet, on est partenaire ensemble d'incubateurs. On doit accompagner ces entrepreneurs-là dans leurs réflexions, y compris lorsqu'on leur dit non. Leur dire non, c'est pas forcément leur dire non maintenant, mais c'est leur dire non et leur ouvrir des portes. C'est un peu ça notre mode de fonctionnement. Les mettre en contact avec d'autres gens qui peuvent répondre à leurs besoins à un moment donné. Donc tous les entrepreneurs peuvent venir. Ça répond à votre question, tous. Vous êtes équipés pour en voir tant que ça? On a aujourd'hui une équipe de 20 personnes. D'accord. Donc on a une quinzaine d'investisseurs, donc on a des gens qui reçoivent des projets toute la journée. D'accord. On reçoit aujourd'hui à peu près 200 projets chaque année. D'accord. Qui sont entre guillemets qualifiés, qui sont éligibles à nos fonds, à notre mode de fonctionnement. D'accord. Une centaine qui viennent du club d'entrepreneurs. Directement, les dirigeants eux-mêmes. Et une centaine qui viennent de l'extérieur des banques d'investissement. Et ben voilà, donc tous ceux qui remplissent ce critère peuvent bien évidemment appeler Guillaume Olivier Doré, cofondateur d'Agregator Capital. Merci Philippe de nous avoir accompagnés dans cette première partie de l'émission. Vous restez avec nous et on retrouve juste après quelques infos et une pause Antoine Vu, le cofondateur d'Atomic Zoom, la niaque de la semaine, et puis notre expert Alain Bosetti, cofondateur de l'agence en personne et du salon des micro-entreprises. Restez avec nous sur BFM Business, à tout de suite. L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission et bien évidemment vous pouvez réécouter à tout moment sa première partie, notre rencontre découverte avec notre invité de cette semaine, Guillaume Olivier Doré, le cofondateur d'Agregator Capital. Et puis parce que c'est une tradition je sais pas si on dit bi-hebdomadaire ou bimensuelle, elle est bimensuelle. On reçoit bien sûr la niaque MoveJ de la semaine avec Bénédicte Sanson, cofondatrice MoveJ. Bonjour Bénédicte. Bonjour Philippe. Et vous nous présentez aujourd'hui deux entrepreneurs, un couple, il y a beaucoup de couples d'entrepreneurs chez MoveJ.
technologie. À la fois Antoine Vu, cofondateur d'Atomic Zoom, avec Gabriel Picard. C'est ça. Atomic Zoom a été fondé en janvier 2012 par Antoine Vu, 26 ans, et Gabriel Picard, 27 ans, tous deux diplômés de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. C'est à partir du constat qu'il n'existait pas de vidéo adaptée au format tablette qu'Antoine et Gabriel se sont lancés. Atomic Zoom est à la fois un studio de contenu interactif sur tablette pour les enfants et une agence qui propose des services créatifs digitaux. Atomic Zoom, c'est aujourd'hui une équipe de 4 personnes, un chiffre d'affaires de 330 000 € et aussi des clients comme France Finance ou encore Publicis Modem. Leur pari, créer du contenu ludique, voire ludo-éducatif, proche du cinéma d'animation pour les enfants. L'entreprise Atomic Zoom est lauréate du prix du public 2013 du prix Mouji Innovons Ensemble. Merci Bénédicte. Bonjour Antoine Vu. Bonjour Philippe. Alors dites-nous, à quel moment est cette révélation que les tablettes, la vidéo n'est pas adaptée aux tablettes C'est surtout le lancement d'un produit qu'on connaît tous, c'est l'iPad. Ouais, bien sûr. Et on l'a vu évoluer, on l'a vu s'introduire dans les foyers de tout le monde et on a s'imposer dans les foyers aujourd'hui. On peut le dire. S'imposer, c'est vrai, c'est plus s'imposer aujourd'hui. Il est partout cet iPad. Il est vraiment partout chez nous d'ailleurs aussi, avec Gabriel. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'applications de jeux vidéo qui ont su tirer avantage des fonctionnalités de ces tablettes, mais pas la vidéo. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit de la vidéo à la demande, donc on peut la regarder. Elle est adaptée au niveau de la taille, donc de ses dimensions, mais il y a rien qui fait appel en tout cas pas beaucoup de produits qui font appel à l'accéléromètre, le fait de pencher l'iPad, le fait de toucher, tapoter, donc utiliser vraiment ses doigts et vraiment vivre une expérience. Pourquoi Gabriel Picard ça n'existait pas ça? Parce que on se dit deux petits Frenchies là qui découvrent un truc que les Américains n'ont pas été foutus de faire, ça m'étonne toujours moi. Mais en fait tout simplement parce que aux États-Unis, ils ont commencé par adapter du jeu vidéo, beaucoup de livres pour enfants aussi en tactile, mais la vidéo, clairement, on n'en a rien fait. On a simplement utilisé le replay, utilisé le streaming, mais pas du tout la vidéo interactive en fait, alors que c'est des écrans qui permettent ça. Alors je comprends, Arnaud. Oui, mais justement, mais ça marche comment une vidéo moi j'ai toujours pas compris. Parce que je regarde des vidéos sur mon iPad que j'ai d'ailleurs sur le bureau de ce studio. J'ai des jeux vidéo effectivement qui utilisent pour le coup l'accéléromètre, donc je ne ressens pas forcément de manque existentiel. Qu'est-ce que je devrais? Parce que vous êtes vieux, Arnaud. Vous êtes pas, vous jouez pas assez, vous jouez pas assez. Mais j'ai des enfants, donc je suis prêt même à faire du prosélytisme auprès d'eux. Si vous m'expliquez ce que je peux gagner en vidéo grâce à vous. Déjà, on va vous donner l'exemple du dessin animé interactif qu'on est en train de développer pour les enfants. Ça va plaire à ma fille, voilà. Voilà, donc si elle a entre 4 et 6 ans, ça risque de lui plaire. L'idée, c'est de proposer à l'enfant un dessin animé, donc pour qu'il puisse se divertir, sur lequel en fait il est également actif. Donc on parle de spectateur, et il n'est pas passif quand un enfant regarde un dessin animé à la télévision. Il va juste le regarder de manière passive. Et sur la tablette, en fait, on peut lui proposer des activités, donc des jeux d'adresse, donc vraiment des activités liées au développement d'enfants de son âge, pour le stimuler. Mais Antoine, ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes fournisseur de contenu ou de technologie? Les deux. Vous avez démarré par la techno et maintenant vous faites du contenu, c'est ça l'idée? On a commencé par le contenu, et en fait on s'est rapproché de la techno, puisque pour développer ce contenu, il faut une technologie bien précise. Oui. Et donc c'est grâce un petit peu à notre effort dans le contenu qu'on a découvert qu'il y avait plein de choses à faire. Qui sont vos clients? Les 330 000 € qu'on évoquait sont faits avec quel type de clients? Alors c'est principalement des entreprises, donc parmi lesquelles on peut compter des agences comme Publicis Modem. On a également des banques, France Finance, la filiale de la Société Générale. C'est pas le particulier, c'est pas le grand public. Non, c'est pas le grand public. Il pourra lui bénéficier de votre technologie éventuellement parce que d'autres l'auront financé. Oui, ce serait en fait concrètement pour le grand public, ce seraient les produits qu'on développe. Ce serait la partie studio de notre entreprise. Là, en l'occurrence, c'est de la clientèle corporate que vous nous évoquez, c'est-à-dire vous faites partie de leurs apporteurs de solutions pour eux ou leur agence média, pour être très concret. On leur propose de développer du contenu grâce aux technologies qu'on a développées, mais c'est surtout du contenu qu'on va proposer à ces entreprises. La technologie, elle n'est pas encore commercialisée. On est toujours en développement de cet outil qui avance très bien, et c'est vraiment les services autour de ce qu'on fait en termes d'interactif qu'on va proposer. Est-ce que vous avez besoin de financement? Oui. Cette fois-ci pour la partie contenu. Guillaume Olivier Doré me voit venir. Il nous reste 45 secondes. Est-ce que c'est un bon candidat? Il n'est pas sorti du studio, c'est non, il est toujours là. Est-ce que c'est un candidat potentiel pour Agregator Capital, ce type d'entreprise? Oui, c'est un candidat potentiel à partir du moment où un certain nombre d'étapes ont été passées. Vous êtes encore à une phase qu'on appelle de seed. Donc de démarrage, et effectivement seed, ça reste c'est les graines. C'est les graines qu'on va planter pour en faire après des pousses, pour en faire des arbres. Vous êtes dans un marché qui va être
concurrentiel. Il y a beaucoup de projets qui se développent. On en a vu quelques-uns passer. Donc l'alliance entre effectivement le contenant et le contenu est importante. Et effectivement, pour répondre à votre question, Philippe, c'est un candidat potentiel dans quelques semaines, quelques mois, quand les choses seront stabilisées. Je sens une certaine grimace, une espèce de retenue de nos amis Antoine et Gabriel, mais les graines ça pousse, ne vous inquiétez pas, merci à tous les deux. Atomic Zoom, écoutez, bon vent, bien sûr, on va suivre cette aventure et je me tourne maintenant vers Alain Bosetti, le cofondateur de l'agence en personne et du salon des micro-entreprises. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Vous avez envie de parler, je rigole parce que je ne sais pas de quoi vous voulez parler, si ce n'est que vous voulez parler de communication et des formes des messages. Eh oui, vous savez Philippe, vous connaissez cette phrase de Victor Hugo? Allez-y. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ah oui, c'est beau. Et aujourd'hui, on va parler de messages. Nous allons nous concentrer sur la forme des messages avec 3 exemples et 3 enseignements. Le premier exemple, il est très récent. J'entendais le président d'une grande banque française se faire interviewer il y a quelques semaines par Stéphane Soumier sur votre antenne. Très bonne émission. Très bonne émission. La meilleure du matin. Et ce président disait notre banque est une entreprise ordinaire. Il a dit 2 fois. Une entreprise ordinaire. Et moi, je pense tout de suite croissant au beurre, croissant ordinaire. Je me dis, quel salarié peut être fier de travailler pour une banque ordinaire? On a bien un président normal. On a un président normal et peut-être qu'il est plus rien de choc. Peut-être qu'il est client de cette banque ordinaire. Mais je pense que dans ce cas-là, il aurait mieux valu dire notre entreprise traverse une période de turbulence, plutôt que la comparer à une entreprise ordinaire. Donc erreur de communication. Erreur de communication. Et l'enseignement, c'est que le premier communicant dans cette entreprise, c'est son dirigeant. Même si pas lui le porte-parole, c'est lui qui va effectivement impulser les messages et veiller à la communication. Il doit être exemplaire sur sa communication et ses conseillers, alors surtout s'il s'agit d'une grande banque comme celle-ci, doivent pouvoir le coacher. Deuxième exemple, dans un TGV récemment. Vous savez, quand on prend le TGV... Très important le TGV, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Et vous savez, il y a la voiture bar. Et puis, on a la sempiternelle ritournelle en voiture 11, etc. Et la personne qui est en charge de la voiture bar donne le menu. Et là, je me rappelle de ce garçon qui m'a fait saliver avec une annonce gourmande. Vous êtes levé de votre siège, vous avez foncé. Quasiment, j'y suis allé, je l'ai félicité, j'ai acheté plus. Et il parlait de ses rafraîchissements, de ses boissons tièdes et chaudes, de ses tartes tiédies au four, etc., etc. C'est un poète, ce garçon. C'était remarquable. Un gourmand. C'était un gourmand. Les deux, parfois. Mais j'espère qu'il a beaucoup de succès et qu'il a été promu parce que vraiment son annonce détonnait des annonces traditionnelles de vous trouverez des sandwichs, ceci et cela, etc. Il faut retenir quoi de ça? Il faut mettre de l'empathie dans son discours? De l'empathie et surtout en termes de formation de ses collaborateurs, c'est bien sûr les former aux messages clés pour qu'il y ait de l'homogénéité, mais c'est également laisser de la place à l'initiative individuelle pour que chaque collaborateur qui s'exprime au nom de l'entreprise, qu'il soit commercial ou pas, puisse personnaliser en fonction du lieu et de l'instant. Ce qui est probablement le cas, parce que très honnêtement, à bord d'un TGV, il y a tout et son contraire. On entend effectivement ce que vous dites, il y a des gens qui vous donnent envie d'aller les voir, d'autres qui vous disent surtout ne venez pas, quoi. Et d'autres qui disent, voilà, il y a voiture 11, il y a manger voiture 11. On est ouvert. Aucun intérêt. On est ouvert. Bon, donc, la liberté? Oui, que le talent s'exprime. Doser la formation et la liberté laissée aux collaborateurs. Troisième exemple, c'était à San Francisco, je passe dans un magasin de chaussures et en France, même en France ou ailleurs, quand on recrute, il y a un panneau et on dit recrute vendeur, vendeuse, éventuellement en CDI, puis c'est posé sur la vitrine. Oui, mal foutu avec des fautes d'orthographe. Éventuellement. Et là, il y avait un panneau très sobre mais bien dessiné. Et c'est inscrit dessus « Hiring Shoes Lovers ». Nous recrutons des passionnés de chaussures. Des amoureux même. Des amoureux de la chaussure. Et je trouve que là, tout message, tout est opportunité de communication. Une annonce de recrutement dans la presse ou sur un point de vente ou sur Viadeo, c'est également un acte de communication. Donc, surtout en période de contrainte aujourd'hui où les budgets sont rikiki, il faut veiller à la cohérence et à développer des messages qui soient cohérents avec le positionnement, cohérents avec l'image que l'on veut donner et qui fassent rêver. Comme le vendeur dans la voiture TGV et pas comme le président, je citais tout à l'heure. Et comme l'employeur de Shoe Lovers. On va revenir avec vous dans un instant vers la Silver Economy Expo que vous lancez, mais peut-être je profite de la présence de Guillaume-Olivier Doré sur le thème de la communication. Est-ce que c'est important la façon dont un entrepreneur qui vient vous voir communique et quelles seraient les choses qui vous font plutôt envie d'y aller ou au contraire qui vous rebutent en termes de com chez un entrepreneur? Alors la communication d'un entrepreneur est compliquée parce qu'effectivement il incarne le projet, il incarne la vision et le message doit être à la fois simple et intelligible. Il n'y a pas de règle. Dans nos métiers, on ne juge pas la communication, la qualité d'un projet par rapport à la communication de son dirigeant. Et les mots qu'il emploie, la passion qu'il y met, ce qu'on évoquait à l'instant, ça compte, non? Ça se ressent.
Ouais. Ça se ressent. L'expérience, en fait, de rencontrer des entrepreneurs toute la journée fait qu'effectivement, on arrive à savoir si effectivement il est dans une position de défendre son projet. Après, dans la communication extérieure, c'est là que ça devient un petit peu sensible. Il y a toute la différence entre est-ce qu'il fait son autopromotion et est-ce qu'il fait la promotion de son projet. Donc c'est ça qu'on va apprécier dans la durée. Et on va s'assurer qu'effectivement, chaque message de communication est là pour défendre son projet, défendre sa vision. Il l'incarne certes, mais il ne fait pas sa propre communication. C'est tout l'enjeu de la communication d'un dirigeant. C'est là qu'est le danger. Je me tourne dernière fois vers vous, Alain Bossetti, parce que vous voulez évoquer aussi un nouveau projet, puisque vous en avez beaucoup. La Silver Economy Expo. Voilà un vrai nouveau business. Ah oui, il y a une filière qui est en train de se structurer autour de l'économie du vieillissement, la Silver Economy, à l'initiative d'Arnaud Montebourg et Michel Delaunay. Et nous lançons les 5 et 6 décembre prochains le premier salon de la Silver Economy, qui s'appelle Silver Economy Expo, qui a comme vocation d'être un salon international, français en première année, et puis international dès 2014, en salon virtuel et en salon physique. Et c'est un salon B2B qui va se concentrer sur toutes les solutions technologiques et de services pour faciliter et aménager la vie des seniors. Business considérable, la longue vie, des services incroyables, la domotique, enfin beaucoup de choses. C'est vraiment la convergence entre la technologie et les services. Et il y a des milliards d'êtres humains qui vont dépasser les 70, 80 et bientôt 100 ans. Donc oui, business considérable. Et la France est très bien placée. Allez, dernier mot d'Arnaud. La France et tout le sud de l'Europe en général. On sait que certains y songent en particulier pour retrouver un avenir, pour redonner un avenir à toutes les structures immobilières en Espagne, par exemple. Eh bien, Alain Bossetti, vous viendrez nous en parler non pas comme chroniqueur, mais comme entrepreneur. À ce moment-là, avec plaisir. On pourra faire un premier bilan de la première Silver Economy Expo. Vous restez avec nous, on marque une dernière pause et on retrouve bien évidemment en compagnie de Guillaume Olivier Doré, le cofondateur d'Agrégateur Capital, Guillaume Gibaud, monsieur Slip français, qui est déjà en ligne et en piste devant son micro. Restez avec nous sur BFM Business, à tout de suite. L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Dernière rubrique de notre émission, toujours bien sûr en compagnie de Guillaume Olivier Doré, le cofondateur d'Agrégateur Capital qui nous accompagne tout au long de cette heure passée ensemble. Eh bien, ce sont nos retrouvailles avec l'un de nos entrepreneurs chroniqueurs cette semaine, Guillaume Gibaud, le fondateur du Slip français. Bonjour Guillaume. Bonjour. On rigole parce que je me moque de lui depuis 10 minutes. Il arrive avec une moustache toute neuve qui ne lui va pas du tout. Et je lui dis, mais pourquoi cette moustache? Et il se fout de moi en retour en me disant, mais vous ne connaissez pas ou tu ne connais pas Movember. C'est quoi ce truc? Bon, alors j'arrive ici en ayant bien préparé, parler d'un sujet de fond et je me fais attaquer sur ma moustache. Donc je vais la défendre, ma moustache. Allez. Alors le Movember, ça existe depuis 2003, lancé évidemment par des mecs super cool qui sont des Australiens, en se disant il faut attirer l'attention sur les maladies masculines, le cancer de la prostate, le cancer des testicules, il faut lever des sous pour la recherche. C'est en soit une belle initiative. Qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo pour attirer l'attention là-dessus, de quelque chose de masculin et de décalé? Et les mecs ont décidé de se laisser pousser la moustache pendant tout le mois de novembre. Donc ils ont appelé ça le Movember. D'accord. Et donc ça fait moustache maintenant, pour le M. Ah bah j'ai compris maintenant. Voilà, c'est plus clair. D'accord. Et ça s'est diffusé dans les milieux anglais et australiens au départ de la finance. Donc tous les traders font ça et maintenant ça commence à se diffuser. Il commence à avoir des antennes dans chacun des pays. Ouais. Et en fait l'idée est que chacun donc porte sa moustache, on se rase à blanc le 31 octobre et on laisse pousser la moustache quelle qu'elle soit et comme on peut jusqu'à la fin du mois de novembre. On la touche pas pendant le mois. Exactement, on la touche pas, mais on peut. On a le droit de la tailler, de la grandir. Mais voilà, chacun assume sa moustache tout le mois et en fonction de la qualité de la moustache, les gens peuvent vous donner des sous sur votre profil. Donc chacun se crée un profil sur le Movember et on peut se regrouper. Il y a un site en fait, il y a un site Movember. Il y a un site Movember. Il y a une association, un Movember France, avec la photo de chacun, et vous pouvez donner des sous. Et l'idée, c'est de créer des équipes. Donc, toutes les grosses boîtes américaines, les Pepsi, les machins en France, ils ont tous des équipes de 40 personnes, ils ont tous la moustache. Et nous, on a une équipe, évidemment, le slip français Movember. Donc, vous pouvez aller voir. Et on a un personnage de qualité qui est Francis, celui qui fait le tour du monde en slip. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Ah, je connais un autre Francis dans les Guignols, moi, mais c'est pas forcément le même. Voilà. En tout cas, lui, Francis, il associe pour sa moustache. Donc, on a une très bonne équipe et je vous invite à aller donner des sous. Je crois qu'on en est déjà 200 € de dons sur l'équipe du slip français. Eh ben, ça vaut le coup d'avoir une moustache moche pendant un mois. Voilà, exactement. Non, elle vous va très bien, votre moustache. Et ensuite, il passe à la barre pour le... Exactement. Allez, Guillaume, je vous embête plus avec des futilités. Que se passe-t-il au slip français? Eh ben, le slip français, il se passe un truc absolument génial, qui est le démarrage à l'export. Et je commence à avoir quelques pistes pour vraiment enclencher ça, sachant qu'on a été un peu pris de court, c'est-à-dire qu'on l'a fait plus tôt que prévu. On dit toujours, et tout le monde dit qu'il faut être d'abord maître d'abord chez soi avant de commencer à l'export. Ouais.
déjà, je pense qu'il faut être maître chez soi, c'est sûr, mais je pense qu'il faut très vite aller voir comment ça se passe quand même, parce que je pense que sur des marques, le marché, la France, c'est un petit marché, c'est un bon démarrage, mais clairement l'enjeu c'est d'aller démarrer, faire des gros volumes à l'export. Et pour bien le faire, je pense qu'il faut aller en fait au contraire très vite là-bas, pas pour démarrer la vente, mais pour comprendre ce que les gens vont attendre, comment est-ce qu'on peut raconter son histoire. Est-ce qu'il y a un marché pour le slip ? Est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce qu'il y a un marché pour le... Vous allez me le dire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, et c'est toutes ces questions-là. Nous, on y allait un peu plus vite que prévu parce qu'on a fait une collaboration avec Agnès B, qui est, il faut le dire, un peu passé de mode, enfin pas passé de mode, mais un peu vieillissant ici en France. À Hong Kong, c'est absolument phénoménal. C'est-à-dire que dans l'AFC, qui est le plus gros mall de Hong Kong, Agnès B, c'est plus grand que l'Apple Store. Pour vous donner en termes de quoi, le chiffre d'affaires ou de volume, taille, de taille dans le meilleur mall, alors que là-bas le retail est incroyable, ça coûte vraiment très cher. Bien sûr, ouais. Donc on y allait parce que je me suis dit tant qu'à être distribué physiquement et que la marque soit déjà présente là-bas, de toute façon il fallait faire le boulot juridique de déposer la marque et tout ça. Je me suis dit tant qu'à faire, autant y aller au moins une semaine, essayer de trouver des bonnes pistes. Et je me rends compte qu'en fait, en démarrant en France en se disant on va être maître sur son marché, on veut bien comprendre, en fait on loupe peut-être plein d'étapes qui vont être beaucoup plus longues à rattraper derrière, alors qu'il y a des façons d'amorcer ces marchés-là sans aller mettre tout de suite plein de millions d'euros sur la table, et je pense qu'on était un peu malin, on peut démarrer facilement là-bas. Il y a un truc qui est absolument génial, c'est que eux ils consomment donc les Chinois. On parle de là-bas, quand on dit là-bas c'est quoi? C'est la Chine, Hong Kong Asie. Et Asie. D'accord, et donc moi j'ai fait une semaine à Tokyo et une semaine à Hong Kong. D'accord. Et vraiment Hong Kong, je me suis dit là-bas, j'ai pris le truc en pleine tronche de me dire mais c'est ici que ça se passe, il faut arrêter de perdre des heures à savoir s'il faut ouvrir Sephora jusqu'à 20h ou 21h, on est juste à côté du débat. Ça je vous confirme, on perd un peu de temps. Voilà. Ça, oui. Il faut y aller quoi. Et donc j'ai compris là-bas qu'il y avait un moyen absolument fantastique de tester, parce qu'évidemment c'est ce qu'on est en train de faire, c'est pas de se dire oui non on y va, c'est de tester. Ils ont un truc qui est absolument génial, c'est les malls, comme aux États-Unis. Donc, ils consomment dans des malls qui font 17 étages, il y a 12 magasins quartiers, 4 Panerai. Il y a beaucoup de Chinois. 12 de Vuitton, beaucoup de Chinois mainland, donc des vrais Chinois, pas des westerns à Hong Kong. Et au dernier étage, ils ont ce qu'on appelle les pop-up stores. Donc, c'est des étages entiers dans des malls éphémères. On vient, on prend 2 mois, 3 mois de bail. Ça coûte 3, 5, 10 000 euros. Et on met son concept, on met son mobilier, ses vendeurs, et on teste sa marque grandeur nature, en temps réel, avec des vrais gens. Et si ça marche pas. En tout cas, c'est un vrai bon moyen de tester, de voir le positionnement de la marque. Et ça, Guillaume Gibaud, vous l'avez découvert en vous baladant dans les malls. Et ça, j'ai découvert et donc, vous avez frappé la porte des opérateurs de malls et vous avez dit, est-ce que je peux venir? Exactement. Et là, ils ont dit quoi? Et ils sont friands de nouveautés, ils sont friands de marques françaises, ils ont envie de tester, ils sont contents, ils nous aident, ils ont des équipes d'architectes, de designers qui peuvent nous aider à faire du mobilier. Enfin, ils cherchent, ils sont à la recherche de cette marque-là. Au Japon, plus mature, différent, beaucoup plus mature. Il y a vraiment, ce qui est génial dans mon secteur, c'est qu'il y a plein de petits Galeries Lafayette. Il y en a 7 ou 8 qui ont une quinzaine de magasins à Tokyo. Si on arrive à rentrer chez un de ces mecs-là, c'est une super façon de démarrer le marché. En plus, ils peuvent vraiment porter la marque avec ses valeurs, faire de la pub, faire de la presse. Donc ça, c'est vraiment super. Mais je pense que c'est plus classique, je dirais. C'est plus comme ici où il faut rentrer chez quelqu'un, lui faire confiance, qu'il nous fasse confiance et que ça se construise dans le temps. Une question peut-être de Guillaume Olivier Doré, non pas à Olivier Doré, mais à notre entrepreneur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Guillaume Gibaud par rapport à sa conquête, à part la moustache, sur cette conquête asiatique? Est-ce qu'il prend les choses dans le bon ordre vu de l'investisseur que vous êtes? Alors, vu de l'entrepreneur que je suis, il a raison de le faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il le sent. Donc, je suis avant tout un entrepreneur et après un investisseur. Après, la seule question qu'il faut se poser, c'est effectivement est-ce que tu maîtrises bien déjà la partie française? C'est pas forcément de faire que ça, mais au moins bien maîtriser le système français. Après, le sky is the limit, comme disaient les Anglais de toute façon. Hein. Donc, si c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que ça se passe. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner Éminence assez longtemps, donc je connais bien le marché des slips, qui marche très bien. Et ça tient souvent à la vision d'un dirigeant qui a effectivement été pas forcément en France développer son entreprise, mais plutôt à l'étranger. Donc c'est un problème de timing. C'est à quel moment on est prêt pour sortir de son territoire et je reprends un exemple qu'on avait rapidement développé tout à l'heure, qui était Materne Mont-Blanc. Materne Mont-Blanc, Michel Laroche a senti le timing. C'est-à-dire qu'il a été aux États-Unis, il a senti que le marché du snack, il n'y avait pas de pommes-potes, c'est les pommes-potes que tout le monde mange. Il n'y en avait pas. Il y avait un retour pour le healthy là-bas. Il connaissait pas la compote. Il l'a vendu, il a commencé à la construire le modèle et en faire une marque de snacking, une pure marque de snacking. Et aujourd'hui, il fait plus de chiffre d'affaires aux États-Unis qu'en France. Donc il faut effectivement que le dirigeant qui porte le projet aille sentir ce qui se passe. Mais à quel moment on sait qu'on est prêt, Guillaume? Parce que c'est encore un conseil intéressant, mais c'est quoi la maturité française? Moi, en fait, je considère que je suis pas prêt à vraiment démarrer là-bas. Par contre, je suis prêt à intégrer dans mon développement de marque et de positionnement ici tous les éléments qui vont faire que je vais marcher là-bas. Typiquement, je me rends compte
pour moi, je pensais que le slip français en positionnement c'était ultra clair, parce que un Français, le slip français, il le comprend instantanément. Par contre, un Chinois, le slip français, la boîte bleue, il porte il porte plein de slips. Il a qu'une envie, c'est d'en acheter plein. Mais par contre, ils font pas caleçon. Ils font tout, mais nous aussi on fait tout. Donc ça, je suis pas sur le modèle, je suis pas inquiet, mais c'est sur le concept de est-ce que le slip français, le gros slip français, et en fait ils le comprennent pas. Donc du coup, je me dis tout de suite, il faut que j'intègre dès maintenant un nouveau packaging, une façon de faire passer le côté français qui marchera partout dans le monde. Au lieu de rester dans mon truc et de me dire je juge que je suis prêt en France et ensuite de commencer à aller regarder ce qui se passe. Parce que lui, le fait qu'il soit fabriqué en France, il s'en fout complètement, le chinois. Il s'en fout complètement. Et par contre, il est sensible au côté français. Voilà, c'est ça. Ce sera pas la même marque France. Exactement. Là, vous jouez beaucoup en France sur le fait que c'est fabriqué en France notamment, mais en Japon, ils s'en foutent aussi. Exactement. Ce qui veut, par contre, un slip qui a marché en France et qui est à la mode en France sera à la mode au Japon ou en Chine. Exactement. Mais en fait, mon point, c'est de dire, il faut y aller le plus tôt possible pour comprendre ce qui va marcher ou pas et tester en fait. Et après, du coup, mettre des moyens au moment où on a une stratégie claire. Et je pense que on est aussi bon en France qu'on a réussi à intégrer ces éléments-là. En merchandising, il y a plein de trucs qui sont super forts. Comment, j'avais posé la même question d'ailleurs à Augustin Paluel-Marmont sur son développement en dehors de nos frontières. Lui qui a réussi comme vous d'ailleurs par les réseaux sociaux, avec un vrai buzz autour de sa marque et de sa communication. Comment peut-on reproduire ce truc qui est quand même assez exceptionnel dans une culture aussi différente que la culture chinoise ou japonaise, de se faire connaître, de jouer sur les mêmes réseaux sociaux, les mêmes fondamentaux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'envisagez? Je pense que c'est tout à fait possible. C'est hyper mécanique en fait. Ce qu'on a fait nous, c'est juste réussir à activer plein de réseaux de relais presse. En les trouvant sur Twitter et sur Facebook. On va les trouver sur Weibo, sur Renren. Enfin, c'est pareil. Les journalistes là-bas ont besoin de contenu exactement comme ici. Par contre, il faudra faire du contenu adapté à la culture locale, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où on le décide, on fera peut-être quelques blagues qui marcheront pas et on en trouvera qui marcheront. Mais vous pourrez pas lancer votre magasin éphémère à partir de ça. Le magasin éphémère sera simplement du mortard. Exactement, on sera plein mortard. C'est là où il faut attirer par le seul produit. Voilà, exactement. Au 17e étage du mall. Exactement. Il faut les faire monter, il faut réussir. Et surtout cette activité réseaux sociaux pourra pas permettre de vendre en ligne parce que là-bas ils achètent pour l'instant encore très peu. C'est peu mature. D'accord. Et quel temps pouvez-vous consacrer aujourd'hui à cette exploration non française, si je puis dire? En sorte de pouvoir y consacrer 10 ou 15% de mon temps. D'accord. Parce que mes équipes commencent à tenir un peu la route ici et je pense que c'est le sens de l'histoire. Il faut voilà. Combien de temps vous donnez-vous pour valider s'il faut y aller de manière un peu plus premier pop-up store au mois d'avril. Pop-up store en Chine. En Chine. Et quel endroit? Hong Kong. Harbour City, l'autre côté à Kowloon, l'autre côté de Hong Kong. Et sur Tokyo, ça passera aussi par Tokyo, un pop. Il y a des pop-up à Tokyo aussi, mais mais ça passera chez un distributeur. Là, ce sera comme un Galerie Lafayette. Dans un de ces Galeries Lafayette. Ok. Eh bien, écoutez, on va bien évidemment suivre cette belle aventure de près. Merci infiniment Guillaume Jimbo de nous avoir à nouveau accompagnés et rejoints. Merci Guillaume Olivier Doré de nous avoir mieux fait connaître Agrégateur Capital et d'avoir conseillé nos plus jeunes entrepreneurs. J'ai pas fait grand-chose. Ah, mais c'est important. Allez, c'est la fin de cette édition de l'entreprise BFM. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez avec nous sur BFM Business. À bientôt. Ciao.